Bonjour, je vais vous faire découvrir un merveilleux endroit. L'homme d'aujourd'hui et de demain s'est toujours posé la même question fondamentale. Comment protéger sa famille? Depuis la guerre qui fait rage, l'Américain moyen se dit qu'il est temps pour lui et ses proches de se trouver un abri en cas de conflit nucléaire ou d'attaque de l'ennemi communiste à nos portes. Et justement, aujourd'hui, j'ai la solution à votre problème, Voltec. Avec plus d'une centaine d'abris répartis sur tout le territoire depuis 2054, Voltec est en mesure de vous protéger, vous et vos proches. Mais attention, les places partent très vite. Alors n'hésitez plus afin de protéger votre descendance et commandez votre place dans un abri. Préparons le futur avec Voltec. Ah, les abris de Voltec. Si vous n'y connaissez rien dans ce monde, il nous faut commencer par résumer ce que sont les abris de Voltec. Aux alentours des années 2050, le monde est en crise. Une guerre entre les États-Unis d'Europe, appelée le Commonwealth, et le Moyen-Orient pour la possession du pétrole vient de se finir par l'atomisation de la ville de Téhéran. Les États-Unis, de leur côté, plongent dans une peur rationnelle. En 2054 commence ainsi la construction du projet Safe House. Voltec sera la société qui sera chargée de construire ces différents abris. Mais les États-Unis de cette époque, c'est un pays en déficit, en crise et en guerre, et ne pourra financer que 122 abris de Voltec qui ne pouvaient accueillir que 0,1% de la population américaine. Les plus pauvres pourront cependant compter sur la présence des abris de prévention Pulaski. Nuclear protection on a budget. Mes chers compatriotes américains, des gens oseraient dire que les abris de Voltec sont des leurs. En effet, certains pensent que les abris de Voltec ont pour but d'être des expériences en cas de guerre nucléaire, afin de pouvoir collecter des données pour le gouvernement. Parmi les exemples, totalement faux, je rappelle, d'expériences, on aurait un abri avec que des hommes, un autre avec uniquement des enfants à l'intérieur, un autre sans nourriture, etc. Le but étant que ces données servent à construire un vaisseau spatial pour quitter la Terre vers un autre monde. Et si cela échoue, de pouvoir créer le monde de demain pour une petite portion de hauts dignitaires des USA. N'oubliez jamais que nos ennemis sont partout et cela pourrait juste être des communistes qui tentent de vous Vous connaissez tous la célèbre marque Nuka-Cola, le meilleur soda de toute l'Amérique. Créé en 2044 par John Kelly Badgerton, Nuka-Cola s'est depuis diversifié, avec le Nuka Victory, le Quantum, le Orange, le Dark, le Clear, le Boost, le Grape, bref, une multitude de goûts à tester pour votre plus grand plaisir. Le succès du Nuka-Cola permettra de construire un parc d'attractions en 2050, Nuka World. Un grand parc d'attractions qui accueillera 40 000 visiteurs à son ouverture. Le parc ouvre ses portes avec deux Worlds, Nuka Town USA et Kiddie Kingdom. Dû à la surperformance du parc, de nouvelles attractions ouvriront avec le Dry Rock Gulch en 2058, Safari Adventure en 2067 et Galactic Zone en 2072. En 2060 est construite également une ville entière pour les employés du parc, nommée Bradberton dans le Massachusetts. Nuka World, c'est la représentation de notre bon vieux monde capitaliste qui part toujours plus loin. Au cours des dernières années, notre grande nation a fait face à plusieurs problèmes. Voltec propose à vos enfants de dès maintenant nous rappeler d'un événement très important de notre histoire, le Canada. Ancien pays membre des Nations Unies, le processus d'annexion du Canada est un projet qui date d'un certain moment. En 2059, les États-Unis se doivent de protéger leur dernière portion de pétrole sur le territoire de l'Alaska. Une pression militaire est mise sur le Canada afin de laisser passer l'armée américaine, pression appuyée par le déclenchement de la guerre sino-américaine en 2068.
l'armée américaine utilisera les ressources du Canada pour financer l'effort de guerre. Cela mènera notre peuple américain à considérer nos chers voisins déjà comme le 51e État. Les tensions forceront l'annexion du Canada par le commandant Buzz Braddock le 3 juin 2072. L'annexion est complétée en 2077, le Canada cesse d'exister en tant que nation et ses territoires resteront à l'état de territoire appartenant aux Américains. Bon, hop, ça suffit un peu le RP, hein. Voilà, je voulais tenter de mettre une petite ambiance pour les trois premières entrées de cette vidéo. Tout simplement parce que je voulais parler de trucs plus dans le lore vraiment des jeux Fallout. Là on va parler de trucs qui parlent des jeux en tant que jeu. Ça va être compliqué de faire du RP sur ce genre de trucs. Donc on va reprendre l'esthétique normale finalement de ce genre de vidéo. Et on va continuer à parler un petit peu. Parce qu'on en est seulement à la 4e anecdote. Du coup, c'est parti. La licence Fallout existe depuis les années 90 et depuis sa création, plusieurs projets d'adaptation ont bien entendu pris vie, ou en tout cas ont tenté. La première tentative d'adaptation remonte aux alentours de 1998 avec la création de Interplay Film. LOL. Une branche du studio créateur de Fallout dirigée par Tom Reed qui devait adapter des licences à l'écran, dont parmi elles Fallout. C'est bien, vous suivez. En 2000, Interplay se serait lié à Dark Horse Entertainment pour produire un film écrit par Brent V. Friedman, le scénariste de Mortal Kombat 2. Et décidément, ils construisaient eux aussi leur film sur un cimetière indien, ça partait mal. Hein. La fin de Interplay tuera ce projet, dont le traitement a leak en 2011. Je dis la fin de Interplay, mais on en reparlera à la fin de la vidéo, vous allez comprendre. On y aurait retrouvé notamment un personnage non nommé en héros principal, des membres de l'Abri 13, comme le premier jeu, le maître comme antagoniste principal, et plusieurs lieux proches de Los Angeles. Malgré tout, en 2009, et après le rachat de la licence, c'est Bethesda qui dépose le nom Fallout en vue de l'adapter sur grand écran. D'après Todd Howard, le créateur de la licence Fallout, Bethesda a refusé à plusieurs reprises des scripts, notamment pour ne pas entacher leur vision de Fallout 4. Voilà, vous direz ce que vous voulez de Fallout 4, mais moi, ça me dérange pas, j'adore le jeu. Au final, aucun film ne sortira, et il faudra bien évidemment attendre la série avec Ella Purnell et Walter Goggins pour avoir une adaptation, par ailleurs excellente, de la franchise. Protéger Fallout 4. Vous savez, le jeu que plein de fans hardcore aiment bien détester. Eh ben moi j'aime bien Fallout 4 et je vous emmerde. Allez, l'autre suivante. Don't know why I left the homestead. I really must confess I'm a weary exile. Vous savez tous qu'on a connu le Fallout 3 de Bethesda. Se passant à Washington, il contraste complètement avec les jeux sortis sous Interplay. Passant d'un tour par tour en isométrique, comme Fallout 1 et 2, à un jeu à la première personne, ou à la troisième, en temps réel, très différent. Le premier Fallout 3 était appelé projet Van Buren, et il devait commencer plus tôt son développement, mais il fut mis en pause pour créer Fallout Tactics Brotherhood of Steel, les développeurs étant à ce moment-là ceux de Black Hazel, comme pour Fallout 1 et 2. La production du jeu reprend, mais est à nouveau stoppée, décidément, pour créer Fallout Brotherhood of Steel. Ouais, ils voulaient bouffer le cul des Maxons à l'époque, hein, c'est pas possible. Hein. Lorsque Titus prend les rênes du projet, il l'annule, c'est une folie, à nouveau en faveur de Brotherhood of Steel 2. Faudra peut-être un jour arrêter avec la confrérie de l'acier, qui sera aussi annulée. Voilà, un jour les devs aussi, faudrait peut-être les laisser vivre. Van Buren fut totalement annulé, voilà, 3 ans de vie perdue, après la vente de la licence Fallout à Bethesda. À la condition que Interplay puisse faire leur Fallout Online, annulé aussi par la suite. Voilà. Au final, le Fallout 3 de Bethesda sortira et sera un succès, laissant ainsi l'arrivée d'un sequel, une suite, plutôt un spin-off, qui utilisera plusieurs idées quand même de Van Buren, et ce sequel /spin-off/suite, c'est Fallout New Vegas.
Et en parlant de projets abandonnés, on n'a pas encore parlé de Fallout Online. Mais vous le connaissez peut-être sur un autre nom, Projet V13. Je viens de me rendre compte que j'ai filmé toute la vidéo avec mon casque sur la gueule. Lorsque Bethesda rachète Fallout, le deal permet à Interplay de produire son Fallout Online. Mais ils ont 24 mois pour commencer à développer le jeu avant de perdre totalement les droits de la licence et 4 ans pour sortir le jeu. La production commence donc vers 2007 avec la réouverture de studios internes de Interplay et le retour d'un des devs de Fallout, Jason D. Anderson, en tant que directeur artistique du jeu. En 2008, Natik Agayev, je sais pas comment est-ce qu'on est censé prononcer A-G-H-A dans un mot, mais c'est pas grave, est engagé pour délivrer un grand panel de concept art. D'ailleurs, ils sont tous très jolis. Ce dernier avait été repéré par le directeur artistique pour ses fanarts de jeu. Voilà, donc les gens qui font des fanarts sur DeviantArt, faites-en plein, peut-être qu'un jour vous travaillerez sur le prochain GTA. Interplay salue le studio Masthead, un studio bulgare, annonçant officiellement que le projet V13 était bien Fallout Online. Et c'est à partir de 2008 que tout le bordel commence à arriver. Le 15 avril, Bethesda envoie à Interplay une jolie petite lettre qui annonce le retrait des droits pour Fallout Online. Une situation qui ira jusqu'à la justice par 2 fois avant que les droits du RMMO et les droits de Fallout en général soient rendus à Bethesda en 2012. Le projet sera finalement annulé par Interplay et le nom de code projet V13 sera réutilisé plus tard pour créer une nouvelle licence, mais pour l'instant il n'est toujours pas sorti et les dernières infos concernant le projet V13 datent de 2014. Ouais, la licence Fallout c'est un beau bordel. Les 2 prochaines anecdotes sont un petit peu plus loufoques. Loufoque, putain j'ai 75 ans, c'est une dinguerie. Oui, il y a un skin de Voltboy dans Super Smash Bros Ultimate. Il vient en réalité d'un pack sorti en 2020 pour les Mi Fighters et qui ajoute le jumpsuit, le fameux costume bleu et jaune, de l'abri 111 et un masque du Voltboy. Tout ça pour 1,05$. C'est cette même collaboration qui a apporté un skin Oblivion dans Smash Bros. Drôle de collab quand même, mais Bethesda apparemment fut plutôt satisfait de cette dernière. Bon, vu que cette anecdote était très courte, enchaînons directement. Vous l'avez peut-être pas connu, mais pendant des années, en Europe, il était possible d'y jouer. Fallout Shelter est un petit jeu mobile qui fut développé par Bethesda et qui vous plonge tout simplement dans le rôle d'un overseer. En gros, c'est tout simplement celui qui s'occupe des abris dans Fallout. C'est un petit jeu tout sympa où donc vous êtes le dirigeant d'un abri, vous devez envoyer vos habitants en mission dans les terres désolées, vous devez construire des nouvelles pièces, etc. C'est plus disponible en Europe à l'heure actuelle, en tout cas dans le pays où j'habite, c'est plus disponible, même s'il y a encore des mises à jour qui sont faites. C'est juste un jeu comme ça qui en plus a une plutôt moyenne réputation, j'ai envie de dire, parce que beaucoup lui reprochent de n'avoir aucun putain de sens dans la licence. Alors le problème c'est que je me suis rendu compte que j'ai oublié de filmer cette partie au montage, donc j'ai pas de transition entre la prochaine info et celle-là. Du coup juste transition. Dans la série Fallout, allez la voir si vous l'avez pas encore vue, une vidéo bien évidemment incroyable, Lucy, interprétée par Ella Purnell, tombe sur l'abri 4, un abri très calme où la seule problématique est leur admiration pour la Moldavère. Dans cet abri se trouvent plein de bonnes choses et l'abri est lui-même plutôt calme et il y fait bon vivre. Dans l'école de l'abri, Lucy découvre un peu plus l'histoire de la ville de Shady Sands. Voilà, ceux qui ont joué au premier Fallout, vous êtes déjà en train de sourire. Elle découvre comment la capitale de la RNC a été détruite. Je ne vais pas passer sur ce que c'est la RNC, allez vous renseigner. Et elle découvre le drapeau d'une des meilleures factions des Terres Désolées.
ce thème que vous entendez, c'est le thème principal du jeu Fallout 4. Thème que vous avez quand vous lancez le jeu. Et c'est pour moi le meilleur thème de la licence Fallout. Voilà, je l'adore, j'adore Fallout 4 et allez vous faire foutre. Mais il y a un souci pour moi avec cette scène. Pourquoi ? Parce que le thème apparaît au moment où ici tire le drapeau de la RNC, la République de Nouvelle-Californie. Une faction bien connue de la licence et dont Shady Sand était la capitale. Le problème, c'est que la RNC n'apparaît pas dans Fallout 4, qui se passe sur la côte Est, à Boston. Le thème du jeu n'a donc aucun lien de près ou de loin avec la RNC. Et la Californie, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand même de l'autre côté des États-Unis par rapport à Boston. À part la confrérie d'acier qui est présente sur les deux côtes des États-Unis, il n'y a rien qui relie Fallout 4 et la RNC. La musique n'a donc, bien évidemment, aucun lien avec la RNC. Elle est simplement mise là parce que c'est, je pense, le thème le plus connu de nos jours de la licence Fallout. Alors oui, comme je viens de le dire, Fallout 4 c'est l'un des opus les plus connus aujourd'hui. Mais une musique qui a vraiment un lien avec la RNC, ça aurait quand même un peu plus de sens. Conflit avec Titus, Brian Fargo, augmentation de la concurrence, annulation de nombreuses licences comme Wasteland, licence qui aura inspiré Fallout. Interplay a eu à partir des années 2000 beaucoup de problèmes. De nombreux studios en interne sont morts et la base finale qui aura tué le studio, ça aura été Bethesda qui récupère les droits de Fallout. Voilà, quand je vous disais qu'on allait revenir sur le fait que Interplay est mort, c'est pas totalement vrai, le studio existe encore, mais il est clair qu'ils ont beaucoup perdu de leur superbe. Non seulement à cause de ça, Interplay perd une de leurs licences phares, Fallout quand même, mais en plus, la bataille juridique vers 2011 a beaucoup abîmé l'entreprise. Comme je viens de le dire, Interplay existe encore, mais la fin de Fallout pour eux aura fait perdre énormément au studio. Par exemple, aujourd'hui, ils ont même perdu les droits de Baldur's Gate, jeu qui a été récompensé GOTY 2023, je sais plus quoi là, alors que putain, le jeu pue la merde. Et le seul truc que je sais, c'est que Baldur's Gate, c'est des jeux belges. Voilà. Je suis fier de mon pays, mais là pour le coup, on aurait au moins pu inventer une bonne licence. Hein. J'enregistre cette toute petite partie de la vidéo. Venez pas me fâcher dans les commentaires, c'est de l'humour, je m'en bats les couilles de Baldur's Gate. Merci. Cette vidéo touche donc à sa fin, j'espère bien évidemment qu'elle vous aura plu et que ce dit détail vous aura plu. Logique. N'hésitez pas bien évidemment à vous abonner, à partager, à liker, à commenter. Vous connaissez la chanson. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo de ce genre là. Et là pour le coup je sais vraiment pas sur quoi je vais la faire. Je trouverai bien l'indice pendant que je ferai le montage.